à tous, bonjour à la communauté Oser l'Afrique de par le monde. Alors aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui s'appelle Philippe Simo. Vous avez certainement entendu parler de lui parce qu'il fait beaucoup de vidéos. C'est un entrepreneur chevronné d'origine camerounaise et il a accepté d'échanger avec Oser l'Afrique aujourd'hui sur son parcours, ses actions, ses convictions et ses projets actuels et futurs. Bonjour Philippe. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi de t'être rendu disponible. Alors, nous allons commencer par un petit portrait de toi. Alors, tu es d'origine camerounaise, tu es né à Douala. À Douala. Quels souvenirs gardes-tu de cette période de ta vie? De ma naissance, pas grand-chose, mais de la vie à À Douala, Douala, oui. oui, non, je rigole. Oui, non, la vie à Douala, beaucoup de bonnes choses. C'est une ville très dynamique, c'est une ville qui bouge beaucoup, à 100 à l'heure. Et ouais, c'est très différent des autres villes. Je ne vais pas en citer pour ne pas faire une comparaison qui pourrait ne pas être utile. Mais non, non, de Douala, j'ai grandi là-bas. Beaucoup de jeux avec les voisins. Les enfants jouaient beaucoup dans la cour. Nous, je ne suis pas du tout dans une génération qui a grandi avec les jeux vidéo. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, nous, on jouait plutôt dans la cour de récréation, sociabiliser entre enfants plutôt. Et ça m'a toujours beaucoup plu. Je le dis en contraste avec la jeunesse maintenant qui, malheureusement, passe beaucoup trop de temps, à mon sens, devant des écrans et qui joue même à distance, mais au travers des écrans. Moi, ce n'était pas du tout ça à mon époque. On était dans la rue, on jouait au foot, voilà. On n'avait pas forcément grand-chose, mais on partageait bien la joie d'être ensemble. Donc, c'est vraiment l'image que je garde du Cameroun, parce que depuis la maternelle, le primaire, même jusqu'au collège, c'était toujours le même type d'ambiance, quoi. Des gens qui ne se prenaient pas la tête et qui jouaient finalement assez souvent. Donc, c'est une image assez joviale. D'accord. Plus tard, tu as quitté le Cameroun pour aller en France poursuivre tes études supérieures. Comment décrirais-tu cette période de ta vie en France? Est-ce qu'il a été aisé de s'intégrer dans un nouvel environnement complètement différent de celui que tu avais connu jusqu'à cette période? Ah, bien sûr que non, aisé non, parce que la France est très différente du Cameroun. On a la même langue officielle, c'est vrai, mais à part ça, non, la culture n'est pas du tout la même, les habitudes ne sont pas les mêmes, la manière de manger n'est pas la même, donc les saisons même ne sont pas les mêmes, donc c'est un très grand dépaysement. Moi, je suis arrivé en fin janvier 2008, donc quand je suis arrivé, c'était l'hiver, rien à voir avec la chaleur que j'ai laissée à Douala quand je partais. Donc non, le contraste a été tout de suite saisissant. Alors au début, forcément, quand tu arrives, tu as ton lot d'affaires du pays, ta gamelle que tu manges pour te maintenir dans le rythme du pays, mais quelques semaines après, c'est terminé. Et forcément, tu es obligé de te plonger dans la culture française, la manière de manger, les nouvelles habitudes. Donc forcément, c'est très différent. La manière de travailler à l'école est différente, la manière d'enseigner même est différente. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert une fois que je suis arrivé dans mon école d'ingénieur ici en France. Donc non, franchement, c'est pas du tout similaire. On parle pas de la même chose. Mais Mhm. voilà, au final, comme beaucoup d'autres Africains, je pense, j'ai fini par trouver mes repères et à faire mon petit bout de chemin. Petite anecdote, tu avais rencontré une ou des personnes qui pensaient que tu étais venu en bateau? Ah oui, oui, il y en a toujours comme ça. Moi, quand je suis arrivé, la première résidence dans laquelle j'ai vécu en centre-ville, c'était une résidence et une maison. Moi, on était en coloc. On était quoi, 7 ou 8 dedans. J'étais le seul africain, donc le reste, c'était tous des Français. Et on avait une cuisine en commun. Donc, on était dans une grande maison en fait, qui était repartie en chambre. On avait une cuisine en commun. Et la cuisine, c'était le lieu où on se rencontrait de temps en temps, pas beaucoup finalement. Mais les quelques fois où on s'est rencontrés à la cuisine pour échanger, ça a été des moments mémorables parce que je me suis rendu compte à quel point mes voisins étaient ignorants des réalités du continent africain, à tel point que dans les échanges, ils se demandaient comment j'avais fait pour être là. Je devais forcément être le fils d'un ministre, de quelqu'un de très riche pour pouvoir être arrivé en France. Comment est-ce que j'ai pu arriver jusque-là? Quels moyens de locomotion? Ils pensaient qu'il y avait peut-être des animaux sauvages en Afrique avec lesquels on vivait. Donc peut-être que pour eux, j'étais une sorte de Tarzan ou Wow. même oui, voilà, donc ils croyaient, je leur ai dit d'ailleurs, je suis arrivé à la nage et l'une d'entre elles a cru, tu vois, donc pour te dire à quel point, mais autant on le dit au niveau des études, autant même après les études, dans bien des domaines, quand on s'est analysé, on se rend compte que la société française a une image de l'Afrique d'une époque qui n'existe plus.
Et malheureusement, c'est aussi ça qui entraîne le mépris de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. C'est qu'il croit en une Afrique qui ne représente en rien la réalité. Et il croit qu'il sait qui on est et d'où on vient. D'accord. Ah, intéressant. Alors, lorsque tu es devenu, donc, tu as fini tes études, tu es devenu un ingénieur, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer dans l'entrepreneuriat? Quels ont été tes premiers pas dans tes lancements d'activités en Afrique? Donc, tu fais dans l'agriculture, dans l'immobilier et d'autres choses aussi. Quel a été le déclic? On va dire simplement une quête de sens. Il y a plusieurs choses, bien évidemment, mais une quête de sens. Parce que moi, je suis ingénieur industriel et je travaille dans le domaine du nucléaire ici en France, notamment pour Areva, qui est un grand groupe français dans le nucléaire. On est bien en Afrique d'ailleurs à cause de plusieurs controverses. Et je travaillais à la construction de la centrale, de la centrale nucléaire de Flamanville. J'étais ce qu'on appelle dans le métier une sorte d'order manager, c'est-à-dire je passais des commandes d'achat pour du matériel technique, des bombes, des pompes, des vannes, ce genre de choses. Et derrière, je suivais la fabrication. Mais bon, pour construire une centrale, on a des millions d'équipements au total qui vont entrer dans la centrale. Donc en fait, finalement, j'étais juste un petit maillon qui contribuait à faire un petit travail dans son coin derrière un bureau et qui était plutôt bien payé par rapport à ce que l'on concevait comme être bien payé quand on est salarié. Mais j'avais pas le sentiment que ma vie servait à quelque chose, Ah, à que ce je contribuais point-là? à quelque chose de plus grand. Oui, oui. Ben, je crois que c'est le cas malheureusement de beaucoup de salariés, hein. Des études démontrent que plus de 85% 85% des personnes qui travaillent dans l'entreprise ne sont pas satisfaites de ce qu'elles font. Donc en fait, et c'est souvent parce que justement on réduit les gens à des tâches. Toi, tu vas être comptable, donc ton rôle, c'est de prendre des chiffres, de les mettre dans un tableau, de sortir un rapport et de le. Voilà. Donc, on résume vraiment les gens à des tâches. Et donc, forcément, l'être humain, pour pouvoir être épanoui, a besoin de satisfaire 4 dimensions. Une dimension de ce qu'il aime, c'est-à-dire, il a besoin de faire quelque chose qu'il aime. Il a besoin de faire quelque chose dans lequel il est talentueux, parce qu'on peut aimer quelque chose et ne pas être talentueux dedans. Moi, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter, mais je ne suis pas talentueux, je n'ai pas une belle voix. Mais pourtant, j'aime ça. Donc, il faut qu'il combine le fait d'être talentueux dans quelque chose, ensuite le fait d'aimer la chose. Après, il faut qu'il y ait une dimension financière, il faut que ça rapporte de l'argent, parce que sinon on est dans de l'humanitaire et ce n'est pas intéressant. Et enfin, il y a un quatrième volet super Pas important. intéressant. Pardon? L'humanitaire n'est pas intéressant. Pas le. L'humanitaire n'est pas intéressant. Non, je n'ai pas dit sinon on est dans l'humanitaire. Oui, mais l'humanitaire, c'est bien, mais il faut qu'on en vive quand même. Donc, si on n'en vit pas, même l'humanité, on va arrêter au bout d'un moment, hein. Peu importe ce que tu fais, si ça ne te permet pas de gagner ta vie, au bout d'un moment, tu vas te poser des questions. Et donc, le dernier volet, qui est très important, s'appelle c'est ta vision du monde. Et il se trouve que beaucoup d'entre nous bossons dans le domaine où on a deux, parfois trois des éléments, c'est-à-dire j'ai de l'argent déjà, et c'est quelque chose que j'aime. Ou alors j'ai de l'argent, c'est quelque chose pour lequel que je sais faire, c'est-à-dire j'ai appris à l'école. Les plus chanceux ont trois. J'aime, je sais faire et j'ai appris à l'école. Mais rarement on a le quatrième, Mhm. qui est la vision du monde. Quelle est ta vision du monde? Qu'est-ce que tu veux voir changer dans le monde? Et quand le travail que tu fais au quotidien ne contribue pas à te rapprocher de ta vision du monde, eh bien, tu es quand même vide. Tu es malheureux parce que tu as toujours un profond sentiment d'insatisfaction. Malheureusement, beaucoup de gens essaient de faire taire ce sentiment-là, mais je crois que c'est un sentiment qui est très présent dans la population. Et moi, j'ai toujours grandi, et j'ai grandi avec l'idée et je dis souvent, quand on a vécu en Afrique et qu'on a vécu avec les difficultés qu'il y a sur le continent, en dépit de toute la joie que l'on peut avoir là-bas, et qu'on arrive en Occident, on se pose quand même des questions. On se demande, mais pourquoi est-ce qu'ici c'est comme ça et chez nous, c'est pas comme ça? Et quand on commence à vraiment creuser, on se rend compte qu'il y a des inégalités du fait historique, mais aussi qu'on ne peut pas juste se contenter de dire ça, alors qu'on voit bien que les Asiatiques, par exemple, sont parvenus à se relever et qu'on a peut-être nous aussi quelque chose à faire pour que ça change. Et donc, moi, c'est un peu ça qui a été mon vécu. Je me suis dit, mais quand je suis ici en tant qu'ingénieur, je gagne bien ma vie, je suis dans un domaine que j'aime plutôt, je suis pas mauvais dans ce que je fais, mais ça ne change rien à ce qui me tient à cœur. Quand je suis au quartier, comme on dit, le soir, ou quand je retrouve mes potes le week-end, on ne parle pas de nucléaire, on ne parle pas de centrale, je n'en parle jamais, je parle juste de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le continent change? On commente l'actualité du pays, et ainsi de suite. Donc, j'avais vraiment ça à cœur. Et je me rendais compte aussi que quand j'allais au pays en vacances, ben, finalement,
en un mois, ce que je pouvais faire là-bas avait de l'impact dans la vie des gens. Ouais. Même des petits travaux auxquels je permettais à quelqu'un de pouvoir venir faire un petit travail à la maison, mais ça avait un impact dans sa vie. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, même avec mes faibles moyens, entre guillemets, d'ingénieur, je pouvais déjà commencer à avoir un certain impact sur le continent. Donc, à partir de là, il y a eu un switch dans ma tête. J'ai commencé à me dire, bon, OK, maintenant, il faut que je commence à regarder concrètement ce que je peux faire en Afrique parce que là-bas, je change réellement des vies, alors qu'ici, ben, je ne suis qu'un pion, voilà, remplaçable très facilement. D'accord. Ah, c'est, beaucoup, beaucoup de détails. Ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu exprimes, le fait que tu avais l'impression que ta vie n'avait pas de sens. Enfin, tu tellement de tu dégages tellement d'énergie et de dynamisme, on se dit: «Non, il a jamais pu traverser ça avant». C'est Et difficile. ouais et du coup, bon, je pense que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc est-ce qu'il y a eu des moments, difficiles dans les lancements de tes activités, des choses qui t'ont surprise, des choses inattendues, en fait, qui te sont arrivées sur place? Les arnaques, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'en entendais parler Ouais, comme beaucoup. jusqu'à ce que j'en vive moi-même. Oui, bien sûr, Oh j'ai là subi des là. arnaques, hein, plusieurs, plusieurs. Des personnes qui te vendent des terrains. Moi, je parle toujours de ce cas de ce monsieur-là qui est aux États-Unis maintenant, qui m'a vendu un terrain à plus de 20 000 euros, alors qu'il n'avait même pas le droit de me vendre le terrain, quoi. C'est-à-dire, j'étais tellement naïf que j'ai juste acheté le terrain sur la simple bonne foi du monsieur qui était quelqu'un qui était super riche. Et je me suis dit, bon, quelqu'un de super riche, je ne vais pas venir te voler pour 20 000 euros quand même. Mais si. Euh, Ah! il m'a volé là-dessus, mais pas que lui. J'ai fait plusieurs affaires. J'ai même fait des affaires avec un monsieur pour acheter des terrains. Je lui ai avancé pas mal de sous. J'ai même des potes à moi qui ont avancé des sous et il est décédé. Donc, on a perdu pas mal d'argent, pratiquement 100 000 euros dans cette transaction-là. Je ne parle pas des gens que on a acheté le terrain, le champ pour pouvoir faire de l'agriculture dessus. On a pris des ingénieurs qui étaient des super ingénieurs avec des CV longs comme le bras et qui sont arrivés sur le champ et qui n'ont pas pu faire une récolte de maïs. Le maïs, c'est une culture très simple. Ils n'ont pas pu faire une récolte de plantain, banane plantain. Bref, des arnaques, j'en ai connu pas mal. Et c'est ça aussi qui m'a forgé, qui m'a permis d'avoir une méthodologie de travail, qui m'a permis de savoir comment détecter. Maintenant, j'ai le flair hein, pour les arnaques. Et tout ça m'a permis d'être beaucoup plus habile, quoi, pour faire simple. D'accord, donc là, maintenant, a posteriori, tu t'aurais été mieux avisé peut-être si tu avais eu ce flair-là? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je fais des formations pour partager Ouais. ce type d'expérience et éviter aux gens euh, de perdre 150 000 euros, de perdre 3 4 ans avant de commencer à être rentable. Maintenant, si quelqu'un veut, parce qu'il y a toujours des warriors, si quelqu'un veut aller perdre de l'argent et du temps, ben, vas-y. De toute façon, tu ne peux pas t'en sortir dans ces domaines-là sans perdre. C'est pas possible. Même avec une formation, tu as quand même toujours des petites erreurs que tu fais. Donc, en plus, sans formation, ben, c'est la porte ouverte, quoi. C'est vraiment la porte ouverte. Donc, oui, l'idée, c'est d'empêcher aux gens de repasser par tous ces chemins-là. D'accord. Est-ce que, tu as pu avoir un support system? Des personnes qui t'ont soutenu quand même dans ce que tu faisais à l'époque, ou pas? Oh, moi, je suis quelqu'un de très. Finalement, j'ai pas beaucoup d'amis, hein. J'en ai deux, avec mon épouse, trois, et ma famille. Donc, le reste du monde, à la limite, tu penses ce que tu veux. J'ai jamais été quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à ce que les gens disaient, mais c'est vrai qu'autour de moi, beaucoup de gens ne voyaient pas forcément d'un très bon œil mes investissements. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, attendaient juste des arnaques pour dire, ben voilà, tu vois, on t'avait dit hein, que ça n'allait pas marcher. Donc, forcément, quand tu es dans ce genre de milieu-là, tu ne parles pas forcément de ce que tu fais. Et moi, j'ai travaillé justement dans mon coin pour faire avancer mes projets. Je n'ai pas eu un soutien particulier de mes amis, peut-être principalement d'ailleurs ma mère, oui. Et mon épouse ont été d'un très grand soutien pour lancer les D'accord. activités, même quand ça ne marchait pas. D'accord. Alors passons, à la suite. Donc quand tu as commencé, avec ta à publier ou à te faire connaître un peu plus sur les réseaux avec, la chaîne YouTube Investir, au pays. Alors quelle a été ta stratégie en fait pour pouvoir, avoir plus de 200 000 followers sur cette chaîne en 2 ans? Parce que tu as lancé la chaîne en 2018. On est 280 000, madame, donc on approche 300 000 dans Ah quelques oui, jours. oui, plus de 200 000. Proche de 300 000 maintenant. Oh là là, ça va vite, hein?
Ouais, Ça ça va va vite. vite, mais bon, ça Ouais, m'étonne ça va vite. vu Il ne les faut pas vidéos. oublier les gens de Facebook, hein, parce qu'on est Oui, nombreux non, sur là, je Facebook. parle de YouTube parce que YouTube, quand même, c'est Les médias Facebook, phares, ouais. on connaît les autres, mais YouTube, avoir des followers sur YouTube, quand même, c'est assez significatif, je trouve, parce qu'il faut Ouais, c'est plus difficile. Ouais. produire du contenu de bonne qualité et qui intéresse les gens. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ça. Alors, quelle a été ta stratégie? Comment est-ce que tu t'es lancé sur YouTube? Déjà, avant de me lancer sur YouTube, j'ai fait ce que très peu de créateurs de contenu font, je pense, et que je me suis formé. Moi, je suis allé me former chez les Américains, parce que ce sont les meilleurs là-dedans, hein, c'est leur plateforme à la base. Donc, voilà. À part le fait que ouais, les plus grands YouTubeurs au monde sont américains, sauf quelques exceptions. Donc, du coup, je suis allé me former chez les Américains pour comprendre YouTube. En fait, je me suis rendu compte que heureusement que je me suis formé parce que YouTube, ce n'est pas un endroit où on peut réussir de manière hasardeuse. Mais si tu veux, la plupart des personnes qui réussissent sur YouTube réussissent parce qu'ils ont appliqué une stratégie. Ouais, hasardeuse, je dirais non, parce que pour moi, le hasard n'existe pas. En fait, c'est la personne qui pose une ou deux vidéos qui ne comprend pas les raisons de son succès. Ah, ah, ok, C'est-à-dire, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que j'en suis arrivé. C'est pour ça que ma chaîne marche, c'est que je sais rendre mon succès prédictible. La vidéo qui va apparaître aujourd'hui, par exemple, je sais qu'elle va marcher. Je sais qu'elle va marcher parce que j'ai fait quelque chose qui est super important, c'est que j'ai défini mon avatar. C'est-à-dire, j'ai défini à qui est-ce que ma chaîne est adressée. Parce que quand tu connais très bien, ça c'est une loi de business en réalité, hein. YouTube, il y a un côté business dedans. C'est la première chose qu'on fait quand on veut créer une boîte, c'est d'abord de penser à qui va être ton client idéal. Beaucoup de gens pensent qu'il faut d'abord penser au problème. Non, c'est d'abord à qui tu veux vendre. Et en fonction de à qui tu veux vendre, tu vas déterminer maintenant le problème que tu veux résoudre chez cette personne-là. Donc, c'est l'exercice par lequel je suis passé, entre autres. Déterminer quelle était mon audience type, à qui est-ce que je voulais parler. Je voulais parler aux gens qui étaient comme moi, aux gens de la diaspora, à la base, parce qu'après, j'ai commencé à parler aux gens qui sont sur le continent aussi, mais à la base, aux gens de la diaspora, aux gens qui sont comme moi, qui ont à cœur l'Afrique, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Donc là, c'était le problème que je voulais résoudre. Et ensuite, parce que je connaissais bien cette diaspora, parce que j'y vis, je connaissais ses contraintes, ses challenges, ses difficultés, mais aussi son besoin et ses aspirations, sa révolte intérieure, ses frustrations par rapport peut-être à ce qui pouvait se passer au pays. J'avais le cocktail explosif pour savoir quoi lui dire pour la toucher. Quoi lui dire pour la toucher, quoi lui montrer pour éveiller son intérêt et comment l'orienter pour qu'elle agisse. d'accord. Derrière ça, quand j'avais donc ce socle-là, maintenant il a fallu définir les autres éléments de stratégie, quel canal j'allais utiliser, combien de fois j'allais lui parler, ainsi de suite. Le format des vidéos, la trame d'une vidéo, parce que en réalité, quand tu vas voir, même quand je fais une vidéo, rien n'est fait au hasard en réalité. Les mots que j'utilise ne sont pas au hasard. L'ordre chronologique de ma séquence n'est pas fait au hasard. Tout ça est fait d'après des trames bien précises. Donc, tout ça mis ensemble a fait que ma chaîne a commencé à grandir. Et D'accord. Ouais. non, est-ce que j'avais prévu d'avoir ce nombre d'abonnés-là si rapidement? Je ne m'étais pas fixé de limite. Mhm. Voilà. D'accord. Et on peut constater que les contenus sont très variés. Par exemple, il y a une vidéo avec, je pense qu'elle est coach en vie personnelle et vie professionnelle, Adiba. C'était sur comment combiner la vie de couple et la vie professionnelle. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment, c'est super qu'ils puissent proposer ça parce qu'effectivement, les deux sont liés, en tout cas pour moi. Et c'était vraiment bien de pouvoir voir que voilà, tu es très axé business, mais tu sais aussi voilà, te mettre sur d'autres sujets qui intéressent autant les gens en fait. Ouais. Ce que je te disais, c'est quand tu connais ton audience, tu sais ce qui l'intéresse. Et tu n'as pas de mal à aller faire ce type de contenu. Tu vas voir que justement, ce type de contenu-là ont plu parce que l'audience se retrouve là-dedans. Clairement, l'audience se retrouve là-dedans. Sans tomber dans le fait de devenir une chaîne sur les sentiments amoureux, mais faire les connexions qu'il faut bien avec plusieurs thématiques Ouais. intéressantes. Demain, je ferai une vidéo peut-être pour parler de la place du sport ou de l'alimentation dans la vie d'un entrepreneur. Avec cet angle-là, je peux parler de ces sujets-là parce que c'est une confrontation auquel les entrepreneurs enfin, c'est un sujet auquel les entrepreneurs sont confrontés au quotidien. Comment est-ce qu'ils mangent? Quel niveau d'énergie ils ont? Parce qu'ils veulent être productifs. Ce sont des sujets qu'on peut aborder. D'accord. Alors, tu as aussi récemment fait une vidéo sur la manière dont tu as pu économiser 200 000 euros après tes études. Heu, Où est-ce que tu as trouvé, la force, la niaque, en fait, pour ne pas, écouter les railleries des gens et juste suivre ton chemin pour, continuer dans ce que tu avais prévu de faire, en fait?
Déjà, je pense qu'en termes de personnalité, je ne suis pas quelqu'un de facilement influençable. Je suis plutôt le genre de personne qui, quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Tu ne vas pas venir me dire un milieu. Non, je préfère me tromper avec mes idées plutôt que d'épouser les idées des autres quand je ne suis pas sûr. Attention, je suis très ouvert aux critiques. Mais pour pouvoir intégrer une critique, il faut que je sois convaincu que la critique soit juste. Mhm. C'est-à-dire, je ne laisse pas une idée dans laquelle je crois pour aller vers l'incertitude. Non. Il faut que je sois convaincu que mon idée n'était pas bonne. C'est la tienne qui est bonne pour switcher vers ton idée. Ou alors, à minima, qu'elle me fasse douter. J'ai toujours su que les gens qui vivaient de manière au-dessus de leurs moyens n'étaient pas un bon modèle. Et j'ai toujours su qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais dans quelques années, moi j'ai grandi, ça c'est important de le préciser, j'ai grandi avec un père aussi qui me parlait beaucoup de fables de La Fontaine, notamment La Cigale et la Fourmi. Donc j'ai grandi avec beaucoup d'histoires comme ça, de personnes, et même mon propre père, qui a été quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent à un moment donné dans sa vie et qui plus tard a été extrêmement pauvre. Je parle de ça dans ma chaîne d'ailleurs, et ça a été l'une de mes premières sources d'apprentissage par rapport à la gestion des finances. Mon père était quelqu'un qui était directeur de banque dès l'âge de 26 ans, donc de manière très précoce. Mais il a fait la Java, il a fait plein de trucs, il a envoyé tous ses frères en Europe. Bref, le mec qui était vraiment plein aux as, mais qui a utilisé de l'argent un peu n'importe comment et qui a fini par le payer très chèrement. Donc, en ayant grandi dans ce genre de contexte-là, en sachant qu'on peut arriver à ça, je savais qu'il fallait pas s'amuser avec l'argent, qu'il fallait l'utiliser précieusement, vraiment précieusement. Donc, et puis moi, je ne viens pas d'un milieu aisé, je viens d'un milieu plutôt modeste. On n'a pas manqué de grand-chose, mais on ne vivait pas non plus dans des conditions exceptionnelles au Cameroun. Et donc, du coup, oui, venant donc de ce background-là, pour moi, la vie en France, en réalité, d'étudiants ou même de jeunes salariés, était une vie qui était déjà très bien. Même, je veux dire, ça ne me gênait pas de vivre dans une petite chambre. Moi, j'ai vécu dans une maison dans laquelle on était 3 ou 4 dans la même chambre, on partageait le lit. Donc, être dans une chambre d'étudiant tout seul, pour moi, C'est c'est du pas luxe. la pire des situations. Ouais. C'est pas la pire des Ouais, situations. ouais, ouais. Et peut-être que les gens ont souvent oublié aussi pour certains d'où ils viennent ou comment ils vivaient quand ils étaient au pays. Mais pour moi, les conditions dans lesquelles je vivais, une fois de plus, ça, je ne m'en plaignais pas. Aller au centre commercial, moi j'ai grandi dans la maison où dans la marmite, on mangeait à 5 ou 6 personnes, chacun avait son plat de riz. Donc, c'est pour ça que j'ai grandi, quoi. Donc, pouvoir aller faire à manger, aller acheter à manger aussi au centre commercial et tout ce que tu veux, acheter du riz, des tomates, des pâtes, des trucs comme ça. Pour moi, c'était bien. Les pâtes, on ne mangeait pas les pâtes tous les jours au pays chez nous. Ouais. Donc Ouais. voilà, on ne mangeait pas le poulet tous les jours au pays chez nous. Donc voilà, moi, honnêtement, je n'avais pas le sentiment de souffrir de ça. Et donc, je ne comprenais pas tout pourquoi les gens me voulaient nous raconter les histoires de il faut déménager, faut te faire plaisir. Non, moi, j'estimais que je vivais déjà bien. Et donc, non, ça n'a pas été pénible D'accord. Mhm. parce que je me souvenais bien d'où je venais, justement. Ok. Wow. Et je me souviens toujours, d'ailleurs, hein. Ouais. Et du coup, ton papa est un modèle pour toi. Tu as d'autres modèles dans ta vie, dans ton entourage direct ou des personnes publiques? Mon papa m'a beaucoup influencé dans la gestion de mes finances. Mhm. Je suis devenu l'homme que je suis devenu grâce à ma mère. Il y a pas photo entre les deux en termes d'influence. Mon père, c'est vraiment dans l'aspect financier que j'ai eu une très forte influence de sa part, mais en termes des valeurs, en termes du travail, en termes de la débrouillardise, en termes de ne jamais abandonner, tout ça, je l'ai appris de ma mère, pas de mon père. Mhm. Non, pas du tout de mon père. C'est ma mère qui m'a vraiment façonné, je pense, en tant comme ma vision du monde, mon regard par rapport à la condition de la femme, ainsi de suite. Ce sont des choses que ma mère a su imprimer chez moi. Et, donc, je Mhm. pense que c'est quelqu'un à qui je dois grandement ma manière de voir les choses et de faire les choses. C'est ma mère, plutôt. D'accord. Et des personnes publiques qui t'inspirent? Euh, J'aime les idées de ces personnes-là, mais je ne suis. Alors, ça, c'est très intéressant que tu le poses la question quand même, effectivement. C'est peut-être l'occasion de pouvoir le préciser. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'influence idéologique. Oui. Je suis très influencé par celui que je considère comme étant l'un des plus grands leaders de tous les temps, Thomas Sankara. Je suis fan de la vie de cet homme, fan de sa manière d'être un leader sacrificiel. Je trouve que c'est exceptionnel sa manière de pouvoir se comporter. Un autre dont je trouve la vie exceptionnelle à plein d'égards, mais ça c'est dans un contexte totalement différent, c'est Jésus. Je trouve que Jésus représente de manière parfaite le modèle de sacrifice Mhm. et de leadership sacrificiel. Tu vois, la notion de leadership sacrificiel revient beaucoup parce que je Oui. trouve qu'elle contraste beaucoup avec le leadership actuel que l'on a dans le monde, qui est un leadership révérentiel. C'est-à-dire, le leader, c'est celui devant lequel on se courbe, qu'on apprécie, qu'on adule.
Alors que c'est Sankara ou encore à une échelle beaucoup plus grande, Jésus, c'était des leaders qui plutôt se sacrifiaient pour les gens qui étaient sous leur leadership. Et ça, c'est le type de leadership que je veux aussi prôner parce que je veux dire que je crois que c'est par ça que les choses marchent. Et c'est ça qui influence et marque réellement les générations sur le long terme. Donc, j'essaie d'incarner ça, mais c'est très difficile, mais j'essaie de l'incarner. Et puis les autres, ce sont des gens que l'on ne connaissait pas du tout. Ce sont des gens qui m'ont aussi influencé dans les domaines qui m'aident aussi à garder les pieds sur terre. Ce sont des gens qui me connaissent depuis que je suis étudiant, des grands frères. Et donc, que je connais au quotidien, je vois comment. Il y a l'un, par exemple, qui m'inspire beaucoup dans le domaine de la gestion de couple et de famille. Comment gérer son couple et sa famille. Je suis très à l'écoute de ce qu'il fait parce que je le vois vivre et je suis très admiratif de ce qu'il fait dans sa propre famille. Et un autre qui m'aide toujours à me souvenir de mes valeurs. Pourquoi est-ce que je fais du business? Pourquoi est-ce que je gagne de l'argent? Et pourquoi est-ce que je dois toujours être différent par mes valeurs et ne jamais laisser l'argent prendre une place dans ma vie qu'il n'est pas supposé avoir. Mhm. Donc, on va dire que je suis bien entouré quand même à ce niveau-là. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que je me souviens bien d'où je viens parce qu'il y a toujours des gens autour de moi qui me servent de garde-fou, de repère pour ne pas aller dans tous les sens. D'accord. OK. Alors, au niveau des formations que tu proposes sur ton site internet, tu proposes des formations, donc du coaching, des conférences et des services liés à la digitalisation. Parmi tous ces services-là, lesquels se démarquent le plus, lesquels attirent beaucoup plus le public? De très, 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 très loin, les formations en ligne. De D'accord. très, très loin, c'est mon activité principale, c'est mon activité phare, l'infopreneuriat. Je vends de la formation, je vends de l'information. Et c'est de très loin mon plus gros poste de chiffre d'affaires. En deuxième lieu, ce sont les formations en présentiel, parce que je pense que tu l'as peut-être dit ou pas encore, mais une grosse activité que l'on fait, c'est aussi qu'on va former les gens en présentiel. Les gens ont besoin de contact physique. Donc, on va à New York, on va à Montréal, on va à Genève, on va à Bruxelles, à Francfort, mais aussi en Afrique. Je suis déjà allé à Douala 2 ou 3 fois pour former. Je suis allé à Abidjan 3 fois. Je suis allé à Dakar, donc à Cotonou au Bénin. Et on continue d'ailleurs d'aller former comme ça les gens en présentiel. Donc, la deuxième activité qui a beaucoup de succès, parce que chaque fois, quasiment, les salles sont pleines, archi pleines d'ailleurs, c'est le fait d'aller former les gens en présentiel pour leur donner des outils concrets, faire des ateliers de travail, des, oui, des ateliers pratiques pour pouvoir résoudre leurs problématiques et aussi se rendre accessible parce que le coaching, qui est la troisième activité que je fais, il y a des gens qui ne supportent pas la distance, ils préfèrent te voir en présentiel, discuter avec toi, avoir le contact avec toi. Et donc, faire cette partie de déplacement là aussi, je pense, contribue à sortir de l'écran parce que j'ai toujours voulu que les gens ne me voient pas juste comme quelqu'un de fictif qu'on voit derrière un écran, mais bien quelqu'un d'accessible, quelqu'un qu'on peut toucher, quelqu'un avec qui on peut avoir des interactions, Vraie manger, discuter, personne. et pas une star des réseaux. Quoi. Je déteste cette image. Mhm. D'accord. Et puis, bah, tu as le type de feedback que tu as en général après, bah, notamment après des rencontres physiques, par exemple, parce que là, tu peux avoir un feedback peut-être direct par rapport aux formations en ligne. Qu'est-ce que tu as souvent des choses non surprises? Non, les gens sont très contents. Alors, il y a une remarque que beaucoup de gens font, c'est bizarre, ils disent toujours c'est bizarre, on te croyait plus petit en termes de taille. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que je suis petit. Alors peut-être qu'avant, c'est vrai, les vidéos que je prenais avant, je les prenais assis sur une chaise. Et donc, je prenais un plan serré. Donc, les gens avaient peut-être l'impression que c'est un court bonhomme. Donc, il y a souvent cette surprise-là de ah, mais physiquement, il est grand. Mais sinon, à part ça, les gens sont très contents. Très contents parce que en présentiel, je donne bien évidemment beaucoup, beaucoup plus que dans les vidéos euh, parce qu'on parle de sujets techniques et puis on peut aussi aborder les cas personnels des gens. Et l'une des choses, je pense, qui est très souvent revenue et dont je suis très fier, c'est que les gens disent, mais en fait, tu es très accessible. On est allé à des événements de plusieurs personnes et on a souvent eu l'impression qu'on était face à des stars, des gens à qui on ne pouvait pas parler. Il y avait tellement de personnes autour d'eux. Toi, ce n'est pas du tout le cas. Pendant tes événements, tu viens, tu discutes avec les gens, tu papotes, tu rigoles, tu fais une blague, tu manges même avec des gens dans le truc. Donc, franchement, je pense que le côté est aussi très humain, parce que je suis quelqu'un de très friendly aussi, j'aime beaucoup faire les blagues. Je pense que ça se ressent même dans mes vidéos. Euh, et donc, ce côté-là, je pense qu'il plaît beaucoup aux gens et c'est à peu près les retours que j'ai. D'accord.
Alors, tu enseignes beaucoup sur comment s'enrichir, comment améliorer, ce côté, de la vie. Hem, la phrase suivante qu'est-ce que la phrase suivante te dit? «Le soutien passe par la caisse». Ah, j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est un problème qu'on a dans la communauté noire. C'est le soutien par les mots. On est beaucoup à encourager les gens à leur dire: «Ouais, mon frère, franchement, ce que tu fais est très bien. Franchement, vas-y Philippe, on compte sur toi», ainsi de suite. Mais on ne réalise pas que ce genre de phrases ne soutiennent pas un entrepreneur. Un entrepreneur peut faire Oui, ça. donc cette phrase vient de Tanguy de Bangui, hein, le fondateur de Black Network et j'ai C'est une idée qui est très commune dans la communauté, en réalité. Mais Tanguy a trouvé une très bonne phrase pour le matérialiser. Le soutien passe par la caisse. Oui, voilà, si tu veux soutenir quelqu'un, achète ses produits, achète ses services. Et ne dis pas juste, oui, mais le produit ne m'intéresse pas. Même si le produit ne t'intéresse pas, tu connais toujours quelqu'un que ce produit peut intéresser. Et combien d'entre nous recherchent souvent des idées de cadeaux à offrir aux gens, quand c'est mmh, l'anniversaire, quand c'est le mariage, quand c'est le baptême. Mais voilà, achète ces produits et offre-les à d'autres personnes, mais soutiens par la caisse. Parce que mmh, malheureusement, on a beaucoup trop de taux de fermeture d'entreprises dans la communauté. Attention, je ne suis pas en train de dire aux entrepreneurs, ça aussi, il faut le dire, qu'il faut faire des business uniquement pour les gens de la communauté parce que c'est un danger. En réalité, il faut faire des business pour vendre à tout le monde. Mais dans la communauté, on doit soutenir nos business. On doit avoir le réflexe d'acheter ce que les Américains disent le buying black. Il faut pouvoir mmh, penser à acheter dans la mmh communauté pour enrichir les personnes de la communauté parce que euh, malheureusement, certaines personnes, justement, tiennent les raisonnements, mais si j'achète celui, je vais l'enrichir. Oui, mais tu veux enrichir qui d'autre? mh. Dans tous les cas, tu vas enrichir quelqu'un. Donc, qui est-ce que tu préfères enrichir? Voilà, donc, OK. moi, je... En Mhm. parlant de richesse, donc, penses-tu que la richesse soit la clé de l'épanouissement? Est-ce que cela, enfin, tel que toi tu le préconises, cela ne fait-il pas l'éloge du capitalisme? Et n'est-ce pas, du coup, un modèle importé de l'Occident, en fait? Un pauvre ne peut pas être heureux. Non, je rigole. Non, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de. J'ai fait une vidéo dessus parce que beaucoup de gens, il fallait recadrer ça. L'argent n'apporte pas le bonheur. Jean d'Ormesson, qui est un auteur qui est décédé récemment, a tenu une phrase que j'aime beaucoup, et j'ai même fait une vidéo là-dessus, dans laquelle il expliquait, alors je vais paraphraser, mais il disait que, en gros, il disait que les personnes pauvres, l'argent change le quotidien des personnes pauvres. Mais les personnes riches, les personnes, voilà, les personnes pauvres croient qu'avec l'argent, ils vont obtenir le bonheur. Les personnes riches savent qu'avec l'argent, ils n'obtiennent pas le bonheur. Donc, tu vois le paradoxe. Les pauvres croient et les riches savent. Et c'est là toute la subtilité en réalité. L'argent, c'est super important parce que l'argent, et ça, il faut vraiment le préciser, l'argent permet, notamment pour les personnes qui n'en ont pas, de pouvoir être à l'abri des problèmes du quotidien. Il y a des Mmh. gens qui sont morts, et tu le sais dans ton pays, parce qu'ils n'avaient pas 10 euros quand ils sont arrivés à l'hôpital. Il y a des gens euh, qui n'ont pas pu faire des études. Et beaucoup de parents, d'ailleurs, ont dû faire des choix cornéliens parce qu'il y a 7 enfants, 8 enfants, mais les moyens ne permettent pas d'envoyer tous les enfants à un certain niveau d'études. Donc, dès qu'on ne peut plus payer, on dit, OK, on va prendre 2, 3, peut-être ceux qui avaient les meilleures notes en classe, et le reste, vous allez commencer à travailler. C'est l'argent qui fait ça. L'argent fait que beaucoup de personnes n'ont pas forcément des études qu'ils veulent avoir. L'argent fait que beaucoup de personnes ne parviennent pas à offrir des cadeaux à leurs parents, à leur famille, comme ils le souhaiteraient. Les personnes aimeraient peut-être rentrer au pays beaucoup plus souvent. Peut-être que toi-même, tu aimerais rentrer au pays 2, 3 fois par an. Peut-être que tu aimerais même aller habiter là-bas. Peut-être que si l'argent n'était pas une contrainte pour toi ou pour ton couple, j'en sais rien, tu ne vivrais peut-être pas là où tu vis. Ainsi de suite. Donc, en fait, à un moment donné, il ne faut pas renier l'importance de l'argent. C'est super Mmh. important. Mais en revanche, il faut bien signifier que ça ne permet pas d'être heureux. Pas du tout. Il y a une histoire qui est très connue, peut-être que tu l'as lue d'ailleurs, c'est celle d'un directeur général d'une grande entreprise américaine, hein. Pas le CAC 40 en France, mais le top 500 des entreprises américaines, donc une Mmh. très grosse entreprise qui va en vacances dans une île. Bon, les gens disent au Mexique, on change l'île.
Il va en vacances dans une île et là, il trouve un pêcheur. Je sais pas si tu connais cette histoire. Il trouve un pêcheur qui sort, qui revient de la pêche avec deux, trois beaux gros poissons là. Voilà, il est super content, il est en train de siffloter. Et l'Américain lui dit, mais hey, c'est sympa, c'était bien la pêche. Il dit, ouais, c'était très bien. Tu vois, ouais, j'ai ramené de beaux poissons. Et il dit, mais waouh, tu sais que tu pourrais gagner plus. Le pêcheur lui dit, ah bon? Il dit, mais oui, tu sais, ce que tu pourrais faire, c'est aller peut-être voir une banque là dans le coin, te prête un peu d'argent, tu t'achètes une petite barque et comme ça, quand tu vas pêcher, tu n'es pas obligé de ramener deux, trois poissons parce que tu es limité par tes mains. Avec ta barque, tu peux ramener beaucoup de kilos de poissons. Et avec ces kilos-là, tu vas les vendre et après les avoir vendus, euh, tu vas peut-être commencer à faire davantage de chiffre d'affaires. Tu vas maintenant acheter un vrai bateau et tu vas maintenant avoir un bateau de pêche. Et avec ton bateau de pêche, tu vas pouvoir commencer à faire beaucoup plus d'argent. Et tiens-toi tranquille, grâce à ce bateau, tu pourras acheter trois bateaux. Et avec ces trois bateaux, tu peux maintenant monter une entreprise qui, si elle marche bien, peut être cotée en bourse. Tu imagines, une fois que tu es coté en bourse, maintenant tu vas être à New York dans un beau bureau et tu vas avoir une multinationale. Tu vas pouvoir vendre ton poisson à l'étranger un peu partout dans le monde. À chaque fois, le pêcheur lui dit, OK, d'accord, mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Et à chaque fois, il lui dit, mais parce que tu vas pouvoir avoir un troisième En plus. bateau, tu vas faire, ainsi de suite. Et à la fin, donc, il lui dit, OK, d'accord. Et après, quand tu vas donc finir de faire tout ça, tu vas pouvoir revenir dans ton village, profiter des gens que tu aimes, faire ta pêche, regarder le coucher du soleil le soir, profiter. Et le pêcheur lui dit, ça va me prendre combien de temps? Il lui dit, oh, si tu bosses bien, ça peut te prendre 25 ans à réaliser. Oh. Ouais. D'accord, donc tu es en train de me dire, Ça me dit quelque chose. voilà. Après 25 ans, je dois revenir ici, c'est ça? Il lui dit oui, et le pêcheur lui demande, mais qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire maintenant? Déjà maintenant, je suis en train de vivre ce que tu me demandes d'aller chercher 25 ans plus tard. Mhm. Donc forcément, c'est quelque chose de très important, la notion de bonheur. Et malheureusement, beaucoup de personnes, justement, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut gagner de l'argent. Personnellement, et je ne demande à personne de gagner de l'argent avec pour but de chercher derrière ça du bonheur. Pas du tout. En revanche, je pense que l'argent est un outil. Un outil très utile quand on a des ambitions, quand on a des projets, quand on veut réaliser des choses. Et dans mon cas de figure, par exemple, qui veut contribuer à changer l'Afrique, l'argent est un outil qui va me permettre de créer des entreprises, d'embaucher des gens, d'imprimer ma manière et ma vision des choses au travers de mes entreprises et de tout ce que je pourrais mettre sur pied. J'ai besoin d'argent pour ça. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, je gagne largement assez, mais même quand j'étais déjà cadre, je gagnais suffisamment pour ne pas avoir de problème d'argent. Euh, et ce n'est pas l'argent qui m'anime aujourd'hui, c'est plutôt l'atteinte d'un objectif. Et ce que je dis aux gens, justement, c'est en réalité, ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas l'argent, c'est de l'impact. Quand tu obtiens l'impact, en général, l'argent te suit. Mais je veux aussi mettre en garde justement les gens qui ont un discours anti-argent, parce que malheureusement, ces personnes-là, elles-mêmes sont souvent dans la galère, elles s'en broquent et elles font juste un peu elles ont un discours qui ne correspond pas à leur réalité, parce qu'elles voient bien au quotidien qu'elles ne parviennent pas à faire ce qu'elles veulent faire parce que c'est l'argent. Mais bon, peut-être qu'idéologiquement, elles veulent juste dire l'argent est mauvais. Donc voilà, je clarifie bien, l'argent, c'est super important, mais ça n'a pas de lien avec le bonheur. Ok, alors là, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Bon, je partage en partie ce point. Juste besoin d'explorer un peu plus. Parce que là, on se demande, OK, est-ce que ce modèle-là, il fonctionne pour nous au final, le capitalisme tel qu'il est, même pour ceux de qui il vient, en fait, on se dit, bon, il y a quand même des limites et il faudrait peut-être penser à inventer notre propre modèle, tu vois. Ah, attention, là tu m'amènes sur un autre sujet. Je pars du principe que quand tu arrives dans un bateau, que tu trouves que tout le monde danse sur le pied gauche, danse sur le pied gauche d'abord. Euh, tu ne peux pas, à ton stade aujourd'hui, là où tu es, sans aucun impact, sans aucun pouvoir de décision, vouloir bâtir notre modèle. Il faut arrêter avec des utopies aussi. Aujourd'hui, on est dans une société capitaliste et il faut utiliser ces règles-là pour s'en sortir. Maintenant, demain, quand tu es au pouvoir, quand tu as une certaine influence, quand tu as une certaine aura, tu peux changer les règles du jeu. Mais tu n'es rien. Tu ne comptes pour rien. Et tu parles d'un modèle différent. Tu vas l'implémenter comment? Dans ta chambre, dans ta tête? Ça ne sert à rien. Je veux dire, sois aux positions où tu peux décider et à ce moment-là, impulse le changement. Mais tu ne peux pas être dans ta chambre où tu commences à dire le capitalisme, c'est mauvais, ça ne marche pas. Oui, mais depuis que tu dis ça, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé du tout. Alors, mets-toi dans le système, travaille dans le système et comme on dit, comme les Chinois le disent souvent, utilise la théorie de la stratégie de l'encerclement. Encercle ton ennemi et serre-le, comme on dit, en le serrant, tu peux l'étouffer. Mais tu ne peux pas être au quartier et commencer comme beaucoup de gens font, oui, mais le capitalisme, ceci, le capitalisme, cela.
tout ça ne va rien changer du tout. Parce que tant que vous dites ça, les capitalistes avancent et continuent de faire du monde entier ce qu'ils en veulent. Si vous voulez inverser le rapport de force, soyez opposition, vous pouvez le faire. Et pour pouvoir donc être à ces positions-là, généralement, vous avez besoin de l'argent. Ok. Donc, En parlant de... je disais, ce n'était pas une validation des sociétés capitalistes, pas du tout. Mais je dis, si tu veux imprégner autre chose ou amener un autre modèle, eh bien, mets-toi en position de le faire, quoi. Et Mm, pas juste dans les réseaux sociaux. Dire, ça nous permet de clarifier. Et en parlant de système, justement, pour ce qui est de l'éducation, en Afrique notamment, si tu pouvais révolutionner cela, que proposerais-tu? ouf, moi, je pense que ce sont les deux domaines où il faut beaucoup travailler, justement. La création de business et la bonne éducation. J'ai beaucoup j'ai beaucoup de théories hein, sur, enfin des théories, Nous beaucoup t'écoutons. de sur l'éducation, parce que moi-même, par exemple, mes enfants ne vont pas à l'école. Mes enfants ont une éducation à la maison. Oui, on les éduque à la maison. Oh, Attaque là-dessus, tu tombes sur quelqu'un qui peut te dire des choses. le Euh, homeschooling, ça j'adore, ça voilà, m'intéresse. en fait, le homeschooling, donc, et déjà pour arriver au homeschooling, c'est que tu as vraiment des conditions assez fortes, quoi. Tu ne fais pas du homeschooling parce que, voilà. Donc, non, je suis convaincu que le système académique actuel, malheureusement, euh, est vraiment négatif parce qu'il détruit l'individu. Il robotise les gens et met les gens dans le même moule. On n'est pas dans un système qui tient en compte l'individualité de chacun. J'aime bien prendre ces exemples-là. Mes enfants ici j'ai deux garçons de 1 an et demi et 3 ans et demi, mais à chacun d'entre eux, je vois très bien comment est-ce qu'aujourd'hui, ils apprennent à résoudre les problèmes par eux-mêmes, avec leur propre créativité. Mon fils, par exemple, le dernier, quand le premier il est né dans une maison où on était dans un appartement. D'accord? Donc, il n'y avait pas d'escalier. Le deuxième est né dans une maison, enfin, on a déménagé on a déménagé dans la maison avec une maison à étage. Et, par exemple, lui, je le vois apprendre à monter les escaliers tout seul et à descendre les escaliers tout seul. Mais il monte les escaliers, il descend les escaliers comme personne ne le fait dans la maison, avec ses propres techniques à lui. Personne ne monte comme ça. Et il n'a jamais vu personne monter comme ça. Pareil pour mon fils, par exemple, aîné, quand il fallait descendre d'un canapé, ou quand il fallait monter sur un canapé, ou quand il fallait apprendre à sortir de son lit tout seul parce qu'il en avait marre de pleurer, personne ne vient le chercher assez rapidement, il escalade le lit. Ils ont appris, chacun d'entre eux, avec leur propre intelligence, à mettre en œuvre des solutions pour pouvoir s'en sortir. Il se trouve que ça, c'est ce qui fait en grande partie l'unicité de l'être humain en réalité. Sa capacité à pouvoir réfléchir par lui-même. Or, quand tu prends quelqu'un qui a été moulé dans le système, qui ensuite a travaillé dans les entreprises classiques, et qui à 25 ans ou à 30 ans te dit, quand il est face à un problème, je ne sais pas ce qu'il faut faire, tu comprends bien qu'il a tué sa créativité. Or, c'est l'une des choses les plus magnifiques pour réussir dans la vie, être quelqu'un de créatif. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur si ce n'est quelqu'un qui apporte de la créativité dans des solutions pour résoudre des problèmes? C'est ça un entrepreneur. C'est quelqu'un qui voit un problème et il se rend compte que tout le monde le résout en partant par la droite. En fait, la vraie solution, c'est par la gauche. C'est ça, les entrepreneurs. Mais on en a peu aujourd'hui parce que les gens ont été formatés au fil des années dans leur manière de réfléchir, dans leur manière de voir, dans leur manière d'analyser. Donc, du coup, quand il y a un problème, tout le monde voit de la même manière. Pourquoi? Parce que depuis l'école, on nous a appris à voir et à faire les choses de la même manière. À l'école, on nous dit tous, un enfant de 3 ans, assieds-toi sur la chaise, écoute le maître et répète ce qu'il te dit. L'école développe une seule forme principalement d'intelligence, qui est la capacité à pouvoir écouter, mémoriser et recracher. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'intelligence que l'école ne développe pas du tout. Et donc, bien évidemment, qui se font au détriment des enfants qui demain seront des adultes. Donc, clairement, je suis contre le modèle de société d'éducation qu'on a aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'y apprend rien, parce qu'on va te dire, toi-même, tu es passé par l'école, tu es mal jusqu'à devenir ingénieur, tu craches dans la soupe. Non, non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que je suis passé par ce système que je le comprends et que je vois où on peut l'améliorer. C'est un peu comme le système capitaliste et autres. C'est parce que tu es dedans que tu sais, une fois que tu es arrivé au stade où tu peux agir, comment il faut pouvoir faire pour le changer. Donc, personnellement, je pense que l'éducation aujourd'hui pour les jeunes, notamment du continent africain, doit être remplie de leur culture africaine. Ouais. Il faut que les Africains comprennent d'où ils viennent, qu'ils apprennent leur véritable histoire. Très peu de personnes savent en quoi ressemblait l'Afrique en 1884. Si je te parle aujourd'hui, toi, camerounaise, de 1884, est-ce que ça te parle? Si je te parle du Cameroun avant les Allemands, est-ce que ça te parle? Si je te parle du Cameroun entre les Allemands et l'arrivée des Français, est-ce que ça te parle? On ne connaît pas notre histoire. Et donc, du coup, on ne sait pas comment on vivait avant, qui on était comme société, comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui, quelles sont les déformations qu'on a connues, quels étaient nos peuples, comment nos sociétés étaient organisées et pourquoi est-ce que nos États sont fragiles.
Pourquoi est-ce que le tribalisme est quelque chose que l'on peut facilement utiliser pour exacerber les divisions dans nos pays? Tout cela a des fondements historiques. D'où vient le tribalisme? Et ainsi de suite. Tout ça est historiquement connu aujourd'hui. Donc, je pense que c'est super important que l'on connaisse notre histoire, mais aussi, comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, que l'on arme la jeunesse africaine de la science. Mhm. Anormal que je veux dire, l'Afrique, c'est quand même, on a quand même connu Mansa Moussa, on a connu Cheikh Anta Diop, on a connu les pyramides des pharaons, qui sont des édifices tellement complexes que plus de 2000 ans plus tard, on ne sait toujours pas comment est-ce que ça s'est fait en entier. Et cette génération-là, aujourd'hui, va prendre la science ailleurs, va apprendre la science en France, en Amérique, en Chine. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'on se pose la question de, mais qu'est-ce qu'on a perdu entre-temps? Donc moi, je pense qu'on devait vraiment accentuer sur notre histoire pour nous redonner de la fierté, de la dignité, mais aussi derrière sur la science, parce que la science est indispensable au développement. Et aujourd'hui, l'Afrique est clairement en retard dans le domaine de la science. Après, D'accord. ça peut se décliner de plusieurs manières, en prenant bien évidemment toujours en compte l'individu, de telle sorte qu'on soit dans un système dans lequel on peut promouvoir la Mhm. spécificité d'un chacun. Moi, je dis toujours que le cimetière, c'est un endroit très triste en Afrique, parce que c'est un endroit où on a enterré des Mozart bis, des Beethoven bis, des Einstein bis, mais qui n'ont jamais su qu'ils avaient ce talent-là, parce que le système dans lequel ils étaient n'a jamais mis en éveil leur talent. En Ah, Occident, en mhm. Europe, dès petits, les enfants sont exposés à tellement de choses différentes que s'il est doué dans quelque chose, on a plus de chances de le voir. Chez nous, combien d'enfants ont touché à un piano, à une guitare? Combien? Il y en a qui meurent sans même jamais savoir que ce genre d'instrument existe. Et donc, de fait, qui partent avec leur talent comme ils sont venus. Et ça, il faut qu'on parvienne à changer ça. Donc, si on peut résumer, euh, connaître son histoire, faut mettre l'histoire en avant. Le homeschooling est une option. Et la science, vraiment avoir accès à différents types de sciences, en fait. Ok, bon. À ce niveau-là, oui, tu sembles assez virulent quand même, hein? Non, De... c'est des sujets sur lesquels je réfléchis depuis pas mal et je suis très, très choqué de voir comment est-ce que les gouvernements occidentaux et peut-être que les gouvernements africains vont emboîter le pas. Aujourd'hui, se substituent de plus en plus aux parents. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui te dit ce que tu dois enseigner à tes enfants. C'est le gouvernement qui te dit que maintenant, on va dire père un, père deux, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Et c'est le gouvernement, c'est l'État qui te dit que les théories du genre, on ne naît plus homme, on ne naît plus femme, c'est l'enfant qui décide à un moment donné. Je veux dire, c'est tellement d'aberrations auxquelles je ne peux pas soumettre mes enfants que si demain le fait d'étudier à l'école classique, laïque en France est obligatoire, je quitte la France. Mais par exemple, tu vois, voilà là où l'argent est important. C'est que je sais que je peux dire demain, je quitte la France parce que je sais que j'ai les moyens de ma politique. Beaucoup d'autres personnes aujourd'hui ne peuvent pas. Il y a des parents qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est enseigné à l'école, mais qui sont contraints d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire du homeschooling. Ils doivent tenir leur boulot, ils doivent payer leurs charges. Or, s'ils avaient davantage d'argent, eh bien, ils orienteraient peut-être même la vie de leur famille différemment. D'accord. Alors, quand tu dis quitter la France, est-ce que, vu tes activités qui sont en nombre en Afrique, est-ce que tu envisages à long terme ou à court terme de rentrer vivre définitivement sur le continent? Bien sûr, c'est prévu et ça se prépare d'ailleurs. J'ai une shortlist de deux, trois villes dans lesquelles c'est prévu de rentrer, mais oui, oui, clairement. On se donne, aujourd'hui, si les choses marchent bien, euh, en fait, à la base, on voulait partir l'année prochaine. D'accord. Mais on a revu cette estimation-là parce qu'il y a deux, trois stratégies qu'on veut mettre quand même encore en œuvre en Europe pour davantage peut-être sécuriser la croissance de nos entreprises avant de partir. Mais c'est pour dire quelque chose qui est vraiment mis sur la table. Au moment où je parle là, on a commencé déjà d'ailleurs à rechercher dans Mhm. une, une des deux, trois villes, parce que c'est la ville prioritaire dans laquelle on veut aller, euh, un terrain pour construire. D'accord. Ouais. Donc, Donc, la première priorité, c'est déjà avoir bah, son propre logement construit ou bien loué ou acheté. non, pas dans cette ville-là. Non. Acheter, oui. Acheter ou construire. Acheter ou Mais pas construit. louer. Dans cette ville-là, c'est économiquement pas fut-fut. Ok. Ouais, donc ce sera ça, ta manière d'oser l'Afrique complètement, en fait, parce qu'il y a pas mal de membres d'oser l'Afrique aussi qui sont rentrés, qui étaient en Occident et puis qui sont rentrés définitivement en Afrique pour y travailler et créer leur business. Donc, c'est une question, c'est une question que nous nous posons à chaque fois pour Oui. les entrepreneurs que nous interviewons. On ne peut pas garder tout ce que l'on a et ne pas redonner, quoi. Ouais, Il faut.
Maintenant, moi, j'aurais toujours un pied en Occident, toujours, parce que déjà, mes entreprises, beaucoup de gens rentrent en Afrique aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes attaches que moi. Moi, j'ai des entreprises en Europe. D'accord? J'ai une entreprise en France, j'ai d'autres entreprises dans d'autres pays européens. Donc, je suis quand même lié aux activités que j'ai ici. Euh, mais et en plus, comme je disais tout à l'heure, je fais des formations en présentiel. Donc, aujourd'hui, en réalité, dans une bonne année, je passe à peu près la moitié du temps hors de la France Oui, parce que je suis dans d'autres pays en train de faire des formations. Ce qui va juste se passer, c'est que je vais passer la moitié de l'année à l'étranger, mais ma base ne sera plus la France. Donc, je serai dans un pays africain, mais en réalité, ce n'est pas pour autant dire que je serai dans ce pays-là mordicus tout le temps. Non. Mon boulot, mon métier fait que je bouge tout le temps, très souvent. Et donc, depuis ces pays-là, ça va être la même logique, quoi. d'accord. Tu travailles beaucoup, tu bouges beaucoup. Est-ce que tu as un peu de temps pour toi quand même et pour des loisirs? Est-ce que tu as des hobbies? Je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport. Une à deux, quand j'ai du temps, 2 séances par jour. Mais sinon, je fais à peu près une séance de sport au moins par jour à la maison. Euh, je fais du crossfit, sinon je vais courir. Et ça me suffit. Je ne suis pas quelqu'un, une fois de plus, qui suis passionné de distraction. Alors, j'aime beaucoup le cinéma, mais comme je dis souvent avec ma femme, c'est depuis que je me suis lancé dans les business, j'ai jamais plus le temps de regarder un film, quoi. Donc, si je te parle de cinéma, je vais te parler des films qui datent de 3 ans. Voilà pourquoi est-ce que tout ce que les gens racontent aujourd'hui, je ne connais pas. Que ce soit La Casa de Papel, j'ai jamais vu ça. Je sais même plus. J'imagine que ça doit être super drôle, mais alors qu'à l'époque, j'avais vu Prison Break, j'avais vu plein de séries comme ça, le chimiste là, qui a, tu vois de qui je parle, le chimiste qui a fait, voilà. Donc à l'époque, j'étais vraiment fan de séries comme ça et j'aime vraiment ça, mais j'ai plus le temps. Donc c'est pour te dire que le boulot que je fais me passionne aussi tellement que j'aime ce que je fais et comme ça a plus d'impact que regarder un film ou une série, ben, le choix est vite fait, quoi. Mais et quand j'ai un peu de temps, j'essaie de le passer avec ma femme, mes enfants. Mhm. Euh, voilà. D'accord. Bon, nous arrivons à la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux Océens et aux Océennes qui, eux aussi, souhaiteraient se lancer pour ne pas se décourager? Est-ce que toi-même, tu as déjà été découragé? Est-ce que parfois, tu as eu des moments où tu avais envie de tout arrêter? Oui, bien sûr. Pas tout arrêter en termes d'entrepreneuriat, mais arrêter certains business, oui, parce que quand tu vas comment tu perds de l'argent, tu te dis peut-être que c'est pas le bon business, ainsi de suite, alors qu'en fait, non. Euh, Tu n'as pas compris comment ça marche. Ça, c'est encore l'une des mentalités qu'on a à l'école, c'est de faire penser aux gens que quand tu ne réussis pas quelque chose, alors c'est mal. Alors que dans la vie réelle, l'échec est juste un moyen d'apprentissage. Donc, du coup, moi, ce que je dis aux gens plutôt justement, c'est qu'il faut qu'ils amassent de l'expérience. Et l'expérience passe par l'échec. Et c'est cette expérience-là qui va leur permettre demain de bien réussir, clairement. Et je dis aux Oséens, aux Oséennes de ne pas être des Oséens et des Oséennes de non, mais de réellement oser en action en allant lancer des projets en Afrique. Moi, je ne comprends pas les gens qui quittent la diaspora pour aller en Afrique être salarié, quoi. Je veux dire, tu as appris tellement de choses, tu as tellement de valeurs ajoutées que tu peux apporter que va écrire ton monde. Va écrire ton monde. Maintenant que tu rentres avec une entreprise par stratégie, parce que tu veux arriver d'abord te poser, comprendre comment l'environnement fonctionne avant de te lancer, bien sûr. Mais ceux qui vont et restent demeurent en entreprise, pour moi, ils n'ont pas vraiment compris la chose, quoi. Donc, aux Océans, je leur demande de croire en l'Afrique parce que je pense que ça fait partie des séquences qu'on va peut-être ressortir dans quelques années. Euh, L'Afrique sera à nouveau puissante. L'Afrique sera à nouveau. C'est cyclique en réalité. C'est un cycle, ça tourne. Euh, les- le- le- L'Asie a été puissante, l'Europe a été puissante, l'Amérique est puissante aujourd'hui, l'Asie est en train de revenir, l'Afrique l'a été aussi, et l'Afrique va revenir. Ça va se faire, c'est sûr. La vraie question, c'est à quoi auras-tu participé? Mhm. C'est un sujet dans lequel on a en réalité, on a deux visions du monde par rapport à l'émergence de l'Afrique. Il y a ceux qui y croient et ceux qui agissent pour que ça arrive. Beaucoup de gens, notamment les Noirs, croient que l'Afrique va se développer, mais ils n'agissent pas pour ça. Et donc, forcément, au moment de la récolte, ils risqueraient d'être des cigales et nous des fourmis. Donc, pour qu'ils soient du temps des fourmis, je les invite à retrousser leurs manches et à aller agir sur le continent pour que les choses changent. Chacun à son niveau, bien sûr, avec ses propres aspirations, avec ses propres rêves, mais l'Afrique est le continent où il faut aller. Ok. Donc, je pense que le public a compris. Action. Action, action, action. Alors, bah, merci beaucoup.
Merci d'avoir pris du temps avec nous et nous te souhaitons de continuer sur cette voie et de pouvoir concrétiser tout ce que tu entreprends. Merci. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.